Devant moi, Carl Bergeron. Bonjour, Carl Bergeron. Bonjour. Qui est essayiste, membre du comité de rédaction de la revue Argument, puis chroniqueur littéraire à ses heures aussi, et qui a publié, donc, tout récemment chez Boréal, Un cynique chez les lyriques. Quel magnifique titre! Et ça parle de Denis Arcand. Denis Arcand et le Québec, c'est le sous-titre et c'est très important. Alors, Un cynique chez les lyriques, c'est le titre qui est apparu d'abord, Carl Bergeron. Oui, absolument. C'est que le sujet dormait en moi depuis un certain temps et ça faisait longtemps que je voulais écrire sur Quel Denis sujet Arcand. dormait? Oui, c'est Denis Arcand sur qui Denis vous fascinait Arcand. depuis longtemps. Oui. Donc, j'avais vu et revu tous ses films, j'avais lu tout ce qui s'était écrit sur lui aussi. Et puis là, c'est vraiment quand la revue L'Inconvénient, qui est une revue littéraire à laquelle je collabore régulièrement, a proposé un dossier sur le cynisme, sur le thème du cynisme. Pardon. Donc, c'est un thème très large, évidemment. Et puis, c'était comme le signal que, si je peux dire, que j'attendais inconsciemment. Tout à coup, tout ce que j'avais en tête, toutes les intuitions que j'avais amassées à propos de Denis Arcand et son œuvre, ça s'est révélé dans un titre. Le titre m'est apparu spontanément. Un cynique chez les lyriques, Denis Arcand et Québec. Bon, alors là, vous venez d'établir une chose. Pour vous, Denis Arcand est un cynique, puis en même temps, quand on lit le livre, on n'est pas si sûr que ça, qu'on se comprend bien. Ce que je trouvais intéressant, c'était l'espèce de malentendu qui entoure la réception critique, je crois, de l'œuvre de Denis Arcand. Ça se cristallise véritablement autour de la notion de cynisme. C'est-à-dire, je sais que, bon, Arcand a souvent été accusé d'être cynique, mais on le dit un peu rapidement. C'est-à-dire, on le trouve pessimiste, on le trouve fataliste, grincheux, sombre et tout. Mais moi, je voulais aller un peu derrière, creuser en fait la notion, et je me suis aperçu en fait que oui, Denis Arcand est un cynique, mais dans un sens plus philosophique du terme. C'est véritablement une vision du monde chez lui qui oriente ses Puis ce serait quoi œuvres. la nuance, là, au-delà du grincheux, qu'est-ce que c'est quand ça devient une notion philosophique, le cynisme? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Bien, premièrement, bon, vous voyez dans le titre, il y a le Denis Arcand et le Québec, son cynisme, en fait, puis c'est ce que j'explique au début du livre. À l'origine, c'est surtout en lien avec l'œuvre et l'enseignement aussi de Maurice Séguin, qui est un historien nationaliste, qui avait une vision très, très tragique du Québec. Pour lui, le Québec était condamné par sa position politique à être osciller toujours entre deux pôles, c'est-à-dire c'est une nation qui n'était pas assez forte pour s'affirmer assez et devenir souveraine, et était trop forte aussi pour se laisser avaler, vous voyez, donc on oscillait toujours entre deux pôles. Donc pour Arcand, ce qui l'a marqué chez Séguin, c'est cette analyse réaliste, cette analyse qui de la était lucidité sur le destin du Québec. OK, donc c'est pas la différence, c'est que ce serait pas le cynisme d'Arcand du chialage de surface, non, entre guillemets. Absolument c'est une espèce de lucidité en profondeur. Oui, lucidité en profondeur, très marquée par le pouvoir, en fait, par les rapports de force. Oui. Essayons tout de suite, Carl Bergeron, de trouver quelques exemples dans ces films là, qui montreraient ça. Oui. Ben, vous avez, évidemment, le plus célèbre et le plus exemplaire sur ce plan-là, c'est Le confort et l'indifférence. Et il y a eu toutes sortes d'interprétations du confort et l'indifférence. C'est-à-dire, moi, je me souviens quand j'étais en contact avec ce documentaire-là, ma première réaction, c'était je suis devenu un souverainiste furieux. Parce que je voyais... On est en quelle année, là? Là, on est en 1980. C'est ça. Donc, il y avait... ce qu'on voyait, en fait, dans le film, c'était deux camps. Le camp du non, qui était surtout obsédé par des considérations un peu terre-à-terre. Il y avait des gens qui s'inquiétaient pour leur emploi au cas où la souveraineté adviendrait. Il y a des gens qui s'inquiétaient de la monnaie et tout. Et vous aviez le camp du oui, qui était le camp des enthousiastes. Oui. Donc, le camp aussi des lyriques. Des idéalistes. Des idéalistes, voilà. Et Arcand oppose les deux camps, mais lui se met vraiment en retrait et montre qu'il y a quelque chose d'inextricable dans ces deux positions et qui est intimement lié, justement, à cette vision séguinienne du Québec. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous dites ça fait de vous un souverainiste furieux, puis c'est pas le but d'Arcand. Non, je sais, c'est pas le but, mais c'est... Combien de personnes qui ont vu ce documentaire qui se sont tout de suite dit oui, ma foi, oui, c'est ça. Donc, c'était en fait une démonstration de l'aliénation des Québécois, et qui était une aliénation qui était surtout... qui était en lien avec leur soumission au régime fédéral. Oui. Donc, mais il n'est pas plus tendre envers les idéalistes, Denis Arcand, jamais. Voilà. Non, exactement. Par Vous y exemple... revenez souvent, là, c'est ça? Oui, non, c'est très clair que Denis Arcand
mais fréquemment dans tous ses films, met en scène l'opposition entre les réalistes et les idéalistes. Et pour lui, c'est évident que ce sont toujours les réalistes qui finissent par vaincre. La conclusion de tous ces documentaires, du Plessis après, aussi le documentaire qui a précédé Le confort et l'indifférence, c'est la même chose. Ouais. Mais allons dans la fiction, parce que les gens connaissent peut-être plus les films de fiction. Absolument. Oui. Cette lecture-là, vous l'appliqueriez comment, mettons, dans des films plus tardifs, là, comme Les Invasions barbares, ou ne serait-ce que Le déclin de l'Empire américain? Je vous dirais que, parce que dans mon essai, mon interprétation se divise un peu en deux sections. C'est-à-dire, il y a la première partie de l'œuvre d'Arcan où il y a vraiment un cynisme, ce que j'appellerais un cynisme machiavélien pur et dur, c'est-à-dire où les rapports de force s'affichent dans toute leur nudité. C'est le cas dans Gina, c'est son film dans les années 70, où on voit véritablement les réalistes radicaux, ceux qui utilisent la violence, les voyous dans Gina, essentiellement, et qui sont opposés dans le film aux idéalistes, en fait, les artistes qui sont les cinéastes, en fait. Qui sont de passage dans un petit patelin. Qui sont de passage, puis n'ont pas vraiment de maîtrise sur la réalité. Gina, le personnage central, finit par s'en remettre aux voyous pour obtenir protection. Donc, vous avez Gina, vous avez la télésérie du Plessis aussi, qui est écrite dans la première partie de son œuvre. C'est la même opposition qu'on retrouve. Et ça, c'est une constante dans la première partie de son œuvre. Puis dans la deuxième, qu'est-ce qui prend le dessus? Dans la deuxième, voilà. Donc, il y a un pivot qui s'appelle Jésus de Montréal, selon moi. C'est vraiment dans Jésus de Montréal où on sent une mutation considérable, justement, de son cynisme philosophique. Il n'est plus aussi machiavélien, il n'est plus aussi dur. Une espèce de... Est-ce qu'il serait moins politique? Il deviendrait plus... Absolument, absolument. Et je dirais qu'il semble y avoir quelque chose qui se résout dans Jésus de Montréal, dans l'œuvre de Denis Arcand et chez l'artiste aussi. C'est une catharsis, en fait, de sa condition d'artiste dans une petite nation. Jésus de Montréal. Et il y a quelque chose qui se libère en lui et par la suite, on va voir plus tard, dans les invasions barbares, ça me semble assez clair aussi, je sais pas, il n'est plus aussi machiavélien qu'il l'a déjà été dans la première partie de son œuvre. Carl Bergeron, pour développer une analyse là, aussi pointue, aussi précise de l'œuvre d'Arcand, vous avez dû les voir une couple de fois, ces films? Plusieurs fois, en fait. Je vous dis, en fait, je possède pas tous les DVD de ces films, mais j'allais fréquemment au club vidéo et je suis allé plusieurs fois et j'avais de l'air étrange, vraiment de l'air bizarre parce que... Vous aviez l'air d'un obsédé. D'un obsédé. J'ai loué chacun de ces films 3 ou 4 fois parce qu'il y avait une scène que je voulais revoir. Puis parfois, c'était sur quelques mois, donc je pouvais relouer un film que j'avais vu il y a plusieurs mois. L'aviez-vous rencontré, Denis Arcand, déjà? Pas du tout. C'est vraiment l'initiative de François Ricard, qui est mon éditeur chez Boréal. Qui a lu le texte et puis bon, ça s'est fait en 2 semaines en fait, la proposition de publication chez Boréal, plus collaboration de Denis Arcand. Il avait pris la liberté de faire lire le texte à Arcand, qui avait beaucoup aimé et tout, il voulait me rencontrer, peut-être discuter d'une collaboration. Je dis oui, ça a du panache, quoi. Je comprends. Et là, effectivement, c'est ça le résultat, c'est que Denis Arcand lui-même annote. Il y a une vingtaine de notes à la fin. Ouais. Votre texte, c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord, c'est qu'il fait des ajouts. Non, ce qu'il m'avait expliqué, parce que moi, je voulais l'entendre un peu là-dessus, c'est quel genre de collaboration juste on ferait. Et lui, tout simplement, c'est que, quand il me dit, quand j'ai lu votre texte, il y avait des souvenirs, des anecdotes qui me venaient, et puis, que je pense qu'il pourrait être intéressant. Il voulait pas servir de ça comme d'une tribune pour venir corriger. Se justifier, non. Il le fait, il se défend sur Stardom. Et il a raison de se défendre sur Stardom. Il se défend en reconnaissant une erreur qui a été la sienne, ou enfin un pari trop risqué. C'est très intéressant, d'ailleurs, de le voir expliquer ça. Absolument. Et quand il parle justement que, il y a toute une séquence du film qui a été retirée, et puis selon lui, ça explique peut-être aussi certains défauts du film. C'est la première fois que vous entendiez cette... Oui, j'étais au courant un peu aussi de son rapport à Stardom. Il faut dire qu'il s'est exprimé là-dessus aussi dans sa biographie avec Réal La Rochelle, qui a publié il y a quelques années.
mais aussi toutes ces anecdotes, justement, dans ses expériences de cinéaste de petite nation. Hein, quand il se compare oui. à, soit À Clint Eastwood. Clint Eastwood, c'est hilarant. Oui, C'est vraiment mais hilarant. c'est ça qui est frappant. Là. Il raconte, c'est un épisode qui vient de Cannes, je pense. Qui vient de Cannes. Arcan raconte, lui, il arrive en France, il emprunte les circuits traditionnels pour se déplacer. Un avion de nuit, classe économique. Et voilà, tandis que pendant ce temps-là, Eastwood, à Carmel, Californie, emprunte son jet privé. Il se dirige tout droit à Cannes. Il dort pendant le vol. Il arrive frais dispo. Il joue une ronde de golf. Conférence de presse limitée à 30 minutes. Des gardes du corps tout autour qui assurent sa protection. Puis, il fait quasiment le voyage dans la journée même. Il retourne en Californie. Puis ce qu'il trouve sur son bureau, c'est le scénario de Million Dollar Baby. Et puis voilà, on est reparti pour une autre tournée de triomphe. Donc... Et lui explique aussi bien, à quel point, même s'il a été branché sur les États-Unis pendant longtemps, ces scénarios-là, c'est pas lui qui les recevait, justement. Ben, il a été avec une agence aux États-Unis, puis il raconte dans une de ses notes, justement, un de ses commentaires, pendant des années, il a lu des scénarios qui n'étaient pas du tout intéressants. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'était son statut de cinéaste de petite nation qui le rattrapait, son statut de cinéaste québécois, parce qu'en fait, les scénarios qui partaient les premiers, les meilleurs scénarios, allaient aux grandes têtes d'affiche. Aux grandes têtes d'affiche, qui, comme par hasard, aussi appartiennent aussi au grand pays. Ouais. Donc, il disait que, Émir Kusturica, le réalisateur serbe, c'était un peu la même chose que lui, avait les pires scénarios. Donc, il dit très, très clairement, j'ai perdu du temps, des milliers d'heures à lire ça, c'était pas intéressant. 1 ou 2 par semaine. Hein, 1 ou 2 par semaine, oui. Alors, donc, dans ces notes-là, il y a de l'anecdotique, vraiment, des fois, là, éclairant, rigolo. Puis il y a des fois des compléments, une espèce de contrepoint à ce que vous racontez, vous. Ça peut être une précision historique sur l'or du rhum, par exemple. Ouais. Ça, c'est ouais, intéressant aussi. Oui. Mais Carl Bergeron, pour vous, comment vous avez vu cette présence de Denis Arcand? Est-ce que vous avez dû signer un genre de chèque en blanc? OK, je vais prendre ce qui va me livrer, ou il y a eu un genre de dialogue pour les compléments? On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a travaillé ensemble aussi un peu aussi sur ses notes. C'est-à-dire, il a écrit ses notes, mais on en a discuté. Donc, c'est un dialogue. Donc, il n'y a pas eu de... Non, ça s'est fait... C'est un rapport très... je suis très enchanté. C'est un rapport très libre, très franc, très fructueux. Et votre livre, je le rappelle, s'intitule Denis Arcand et le Québec. Vous parlez beaucoup du Québec. Est-ce que pour vous, je ne connais pas votre trajectoire à vous, dans votre formation, est-ce que ce regard-là sur le Québec, il était déjà très développé ou il s'est développé carrément à force de détricoter l'œuvre d'Arcand? Ça a toujours été présent. Moi, j'ai étudié en sciences politiques, mais aussi en littérature à l'Université de Montréal. Puis à la maîtrise, j'avais travaillé sur Hubert Aquin, sur Pierre Perrault. Et puis, donc voilà, le rapport au Québec a toujours été une préoccupation centrale. Et puis, c'est ce qui m'a beaucoup touché aussi chez Denis Arcand, d'autant plus que chez lui, je crois, son rapport au Québec est vraiment la clé pour révéler une sorte de, ce que je qualifierais de grandeur méconnue chez lui, parce que c'est pas évident pour lui. Son appartenance québécoise a toujours été un peu conflictuelle. Qu'est-ce que vous appelez grandeur méconnue? Vous parlez de... C'est parce qu'il a toujours négocié son rapport à la société dont il était issu. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'émanciper complètement, il ne pouvait pas la renier non plus. Il était lié culturellement au Québec. C'est à partir du terreau culturel québécois qu'il a produit ses plus grands films. Mais en même temps, il savait très bien que ses conditions de production ne pouvaient pas être les mêmes que les autres grands réalisateurs. Donc, il a toujours eu à négocier avec peut-être cette frustration. Et c'est tout à son honneur, je pense, que de l'avoir fait relativement sereinement. Il n'y a jamais eu de coup de gueule disgracieux. Est-ce que vous diriez de lui qu'il est plus serein que ce qu'on croit? Absolument. Oui. Absolument. Absolument. Ce qui est très curieux quand on voit ses films, quand on le rencontre aussi, on lui parle. Il est à la fois très casanier, ça j'en doute pas, il dit lui-même dans ses notes, casanier, mais en même temps extrêmement sociable. C'est un misanthrope joyeux. J'aime bien, Donc, c'est un caractère absolument étonnant. Alors, Denis Arcand, un cynique chez les lyriques. Et on a beaucoup parlé de cynisme au début de notre entretien, Carl Bergeron, mais les lyriques, rappelez-nous, c'est qui? Les lyriques, c'est un peu aussi en référence à ce que, justement, l'essayiste François Ricard appelait la génération lyrique. Donc,
C'est beaucoup les baby boomers? Les baby boomers parce que la relation tendue qu'Arcan a eue souvent avec le Québec, c'est une évidence. L'œuvre d'Arcan a émergé et c'était aussi les baby boomers qui étaient aux commandes du Québec. Donc, forcément, toujours été un peu en relation avec eux, avec leur jugement. Et Arcan a une vision du monde très, très singulière, très particulière par rapport à ce que les baby boomers en général, évidemment, on peut avoir sur le monde, sur la société. Et c'est ça que vous décortiquez très habilement. Il faut vraiment lire le livre. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait, dit comme ça, expliqué comme ça, mais... Non, ça se suit très bien. Okay, puis on est vraiment sur une réflexion sur le Québec. Là. Alors, un cynique chez les lyriques, Denis Arcan et le Québec. Carl Bergeron qui était mon invité. Merci beaucoup. Merci. Et c'est chez Boréal. Bonne journée.